Merci aux organisateurs pour cette nouvelle invitation. Alors, il y a un scénario numéro 6. C'est quand on passe de 20 minutes à 5 minutes d'intervention pour respecter le programme. Alors, je vais faire très court. D'abord, je situe mon propos plutôt sur le niveau de la réflexion sur les enjeux, car je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas non plus un expert de l'e-santé animale. En revanche, ce qui nous intéresse beaucoup au SIMV, c'est comment l'e-santé animale revisite justement les enjeux de notre secteur, et c'est absolument passionnant. Et je suis très heureux de partager à nouveau ce moment-là avec vous. Alors, le SIMV, c'est le syndicat d'industrie du médicament et diagnostic vétérinaire. En fait, nous avons changé nos statuts pour couvrir toutes les industries de la santé animale et toutes ces nouvelles technologies. Et nous avons 2 nouveaux adhérents qui sont arrivés depuis l'an dernier et qui sont dans la salle et qui interviendront tout à l'heure. Alors, on l'a vu dans la présentation de Madeleine Lesage, il y a plusieurs modèles animaux et donc de relations avec l'homme. Et Madeleine Lesage nous disait que c'est le bénéfice pour l'homme qui largement définit cette classification. Et il est évident que parler de l'animal, ça permet de partir de l'animal d'élevage, bien entendu, qu'on a en tête, avec toutes les notions d'élevage de précision que permet ces nouvelles technologies. On a aussi évoqué le cheval, avec cette performance sportive. Il y avait l'an dernier des technologies qui équipaient l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Et puis, enfin, l'animal de compagnie, sous cette dimension santé-bien-être. À chaque fois, nous avons malgré tout généralement 4 types de technologies ou de modèles techniques en présence. Les capteurs sur l'animal, les systèmes de traitement, la restitution et l'adaptation des pratiques. Et c'est intéressant parce que l'on voit que ce sont des domaines qu'il faut prendre un par un avec des spécificités. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces 3 types de typologies d'animaux. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on passe, sans que cela apparaisse très nettement, d'un animal muet à un animal communicant. Alors, est-ce qu'il est communicant ou informant? En tout cas, c'est quelque chose qui est fondamentalement en rupture avec toute notre histoire de l'humanité, de notre relation avec l'animal, et c'est quelque chose qui nous pose énormément de questions. Quelles données? Pour qui? Pourquoi? Alors, en tant que syndicat de l'industrie de la santé animale, je vais plutôt me cantonner à la partie santé, bien évidemment. Mais c'est une relation à l'animal qui est intrigante. On va avoir en face de nous un être qui, pour l'instant, par bien des égards, est avant tout un être silencieux. Et j'y reviendrai, la spécificité du vétérinaire a longtemps été et reste celui qui fait parler l'animal sur sa santé. C'est lui qui indique la santé de l'animal. Donc nos adhérents que vous avez sur cette présentation sont peu ou prou tous intéressés par cette dimension santé, dispositif médical, e-santé animale, et sont friands en quelque sorte de coupler ces technologies avec leur métier. Donc nous avons tout d'abord abordé les typologies, je l'ai fait rapidement, et ensuite cette notion d'animal augmenté, cet animal communicant. Pour ce qui est de la santé et du bien-être de l'animal, vous connaissez ce que l'on a l'habitude de parler de gadgets. Par exemple, la gamelle connectée. Ce n'est pas un gadget quand on sait que 20 à 40% des chiens ou des chats sont obèses. C'est un vrai problème de santé. Or, si la gamelle est capable, par les capteurs d'activité, de délivrer la quantité voulue, selon l'activité, c'est quelque chose qui va améliorer le bien-être et la santé de l'animal. Je parlerai aussi d'éleveurs augmentés, si l'on peut dire cela comme ça, car l'éleveur est l'infirmier de son élevage. Il travaille avec le vétérinaire et il y a une relative inversion des flux d'informations qui va responsabiliser l'éleveur. On parle d'élevage de précision, c'est un élément clé. Nous allons, grâce à ces technologies, passer à une médecine que l'on
en humaine, on appelle de la médecine individualisée. On va pouvoir prendre en charge les animaux de plus en plus individuellement. Et puis, bien évidemment, une médecine de prévention, de diagnostic, et c'est un élément clé. Je parlerai de démocratisation, en quelque sorte, de l'usage du diagnostic, et qu'il convient bien évidemment d'accompagner. Et là, on voit, c'est toute la relation entre le vétérinaire, l'éleveur, le vétérinaire, le propriétaire de l'animal. Nous avons en face de nous différents modèles à prendre en compte, et notamment par rapport à l'humaine et à la santé humaine. Alors, je ne m'étendrai pas sur les aspects techniques, puisqu'on va en prendre quelques exemples dans la journée. Il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des médicaments connectés, notamment les bolus, mais il est bien évident que la première chose qui vient à l'esprit, c'est le modèle économique de notre secteur qui est très différent, puisqu'il y a une prise en charge directement par le propriétaire de l'animal, sauf cas de prophylaxie collective prise en charge par l'État. On voit bien que c'est un modèle très différent. Et l'élément clé de ce modèle, et surtout pour l'élevage, c'est le niveau de vie des éleveurs français qui pose un problème majeur. Un tiers des éleveurs gagnent moins de 354 € par mois. Et donc, comment accueillir ces technologies avec cette difficulté? Comment ces technologies vont tout simplement convaincre l'éleveur qu'elles vont améliorer son niveau de vie par l'amélioration de ses performances. C'est un véritable enjeu clé pour l'avenir de nos technologies et plus largement pour l'avenir de nos éleveurs. Modèle juridique aussi, parce qu'on voit bien que si on applique certaines réglementations directement à ces nouvelles technologies de la santé vétérinaire ou de l'e-santé vétérinaire, on risque de tuer l'innovation rapidement. Impact sur la profession, je laisserai Denis Avignon tout à l'heure le traiter, mais cette inversion des flux est quelque chose qui est à prendre en compte. Est-ce que le vétérinaire sera demain celui qui va conseiller les propriétaires et les éleveurs sur ces nouvelles technologies? Il y a là quelque chose qui revisite en quelque sorte l'exercice vétérinaire. Et puis, je lisais en préparant cette intervention l'exemple des téléconsultations médicales, et notamment le rôle des sociétés d'assurance. Je voyais qu'un groupe comme AXA, qui assure 3,4 millions de personnes, assure 10 000 consultations par an pour 3 millions de personnes. C'est une nouvelle forme de médecine. Et est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer que cette nouvelle forme de médecine, demain, pour les sociétés d'assurance, pourrait changer notre modèle ? Un autre élément, c'est certainement aussi celui de la sécurisation des pratiques par l'amélioration des bonnes observances des traitements. C'est tout l'enjeu de l'enregistrement des traitements et de la progression de la bonne observance des prescriptions. C'est tout l'enjeu également de la pharmacovigilance. On voit que les réseaux sociaux, de manière assez spontanée, décrivent les résultats des traitements qu'ils voient sur les animaux dont ils ont la garde. Sur l'antibiorésistance, qui est un enjeu de santé absolument majeur pour les années à venir, on voit bien que des tests de différenciation bactéries-virus, des tests de sensibilité à la résistance aux antibiotiques, tous ces tests vont peu ou prou demain guider les intervenants, au premier rang desquels bien sûr le vétérinaire, sur la prescription des produits. Ces technologies vont aussi aider l'administration dans la gouvernance sanitaire par l'observation des pratiques. Un mot qui me tient à cœur, c'est que ces technologies peuvent potentiellement nous permettre de passer d'une société de la défiance à une société dans laquelle nous avons une capacité de vérifier la réalité des productions, des élevages, des produits que nous achetons. Aujourd'hui, nous sommes, en tant que fabricants de produits, les victimes des politiques de sang. Des sans OGM, des sans antibiotiques. Ça veut dire quoi? Un poulet sans antibiotiques, ça voudrait dire que les autres sont avec antibiotiques. Il y a là l'installation d'un climat de peur, d'incertitude, de méfiance,
qui est absolument inacceptable. Et on peut imaginer que demain, l'amélioration de l'enregistrement des traitements, du suivi, de la remontée vers les élevages qui ont produit ces denrées alimentaires, ces protéines d'origine animale, permettront de vérifier que les éleveurs français sont des gens honnêtes et que même s'il y a des associations pour relever qu'il y a des exceptions, eh bien, la plupart des éleveurs, la plupart des vétérinaires travaillent de manière sérieuse, et cet enregistrement des traitements, cette capacité de remonter à la source est, je pense, le seul moyen de revenir dans une société de la confiance et de la responsabilité. J'appellerais même ça de l'excellence opérationnelle, car il faut donner la chance à ces professionnels de démontrer leur capacité de répondre aux attentes de la société. Le traitement de ces données va permettre d'améliorer la disponibilité des médicaments, puisque l'on doit pouvoir retrouver par ce biais des nouvelles utilisations qui n'étaient pas prévues dans nos autorisations de mise sur le marché ou nos résumés des caractéristiques des produits, et donc développer d'une certaine façon la couverture des besoins. Nous pouvons également avoir un impact de ces technologies sur l'organisation même de nos entreprises, bien évidemment, qui vont se retrouver devoir interfacer beaucoup plus leur organisation avec la société. Et notre collègue tout à l'heure de MSD nous en fera la démonstration pour voir comment une entreprise du secteur a su, en quelque sorte, anticiper cette tendance. Enfin, c'est un secteur pilote, puisque par définition, nous pouvons tester dans la santé animale des technologies qui seront demain utilisées chez l'homme. Nous avons bien sûr, et Lionel le disait en introduction, moins de contraintes éthiques, probablement, notamment au niveau de l'identification et du couplage identification-dossier médical. Enfin, ces technologies vont jouer sur la compétitivité de nos entreprises. Nous pouvons imaginer que ces objets connectés vont nous aider dans les essais cliniques, dans les modèles de pharmacovigilance. J'ai évoqué notre défi à adapter nos ressources humaines à ces technologies, car il nous faut trouver des compétences liées à ces nouvelles technologies. Et puis, bien évidemment, l'enjeu est de capter les technologies que vous avez vues pendant 3 jours en humaine vers le secteur vétérinaire. C'est quelque chose qui est absolument clé. Je sais qu'il y a des cabinets de consultants qui se développent dans cette perspective, et je pense que nous avons, par exemple, avec les dispositifs portables, des technologies qui pourraient demain servir à notre chien qui est là. Voilà, en un mot, je voudrais conclure en disant qu'il y a finalement, grâce à ces technologies, la capacité de passer d'un système dans lequel le seul élément de régulation, c'était de s'en prendre aux produits. On a vu ça avec les antibiotiques d'importance critique, où finalement, c'est par la suppression de facto de ces produits qu'on a résolu une partie du problème, à l'identification des pratiques. Et c'est l'homme qui se retrouve, les hommes, les femmes, qui se retrouvent l'objet de ces politiques. Comment améliorer les pratiques et surtout, comment détecter les mauvaises pratiques. Car aujourd'hui, on est capable de définir des pratiques que j'appellerais élitistes, les meilleures pratiques, par conférence de consensus, etc. Demain, ces objets connectés, ces remontées d'informations vont permettre de remonter le niveau général en excellence opérationnelle et faire la chasse aux mauvaises pratiques pour arriver à une société de la confiance. Voilà, je vous remercie.